Par un bel après-midi d'automne qu'on passait par Cap d'Espoir, moi puis mon ami Laurent, on était arrêté se magasiner une bouteille à la distillerie de la Société secrète. Puis bien sûr, j'avais une histoire à raconter. On est dans une partie de Cap d'Espoir, la partie est, qui était anglophone, qui était animée, habitée par une petite communauté anglophone très dynamique pendant longtemps. Fait que partie est de Cap d'Espoir s'appelle Cape Cove. On va s'installer ici. Dès l'année 1770, on va arriver dans le secteur des pêcheurs américains. La conquête est passée depuis une dizaine d'années. On n'est pas encore rendu à la guerre d'indépendance américaine, mais il y a déjà des pêcheurs américains qui viennent dans le secteur, qui s'installent. Les loyalistes, au lendemain de la guerre d'indépendance américaine, après 1783, n'ont plus de pays, ils sont réfugiés, ont perdu la guerre. Et les fameux anglo-normands qui viennent s'installer ici, après la conquête également, parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre dans le domaine des pêches. On s'en sort pas, la pêche en Gaspésie. Ce qui fait qu'il y a vraiment une communauté assez prospère qui vit de pêche et aussi d'agriculture pendant un bon nombre d'années. Rendu au 19e siècle, les gens qui vont s'installer ici, bien, on va avoir besoin d'un lieu où se recueillir, parce que la religion, à l'époque, est omniprésente, elle est incontournable. Et on construit, premièrement, une première église en 1843. Il y a un évêque anglican, on connaît son nom, George Mountain, qui va célébrer une première messe en 1843. Il y a 150 fidèles qui se déplacent. Puis durant cette journée-là, il y a de la confesse, puis on va confirmer des jeunes. Mais rapidement, l'Église va être trop petite pour les besoins de la communauté qui prend de l'expansion de plus en plus. Alors, on va laisser la vieille Église de côté pour en construire une nouvelle dans laquelle on se trouve actuellement. Et elle date de 1875. Ouais. C'est un Thomas Savage qui va avoir le contrat pour la construire. Il va en construire pas mal dans la péninsule, dans ce secteur-ci. Construit à coup de corvée communautaire, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, mais ça s'est tiré sur 7 ans pour qu'elle soit complètement terminée. La petite communauté ici, elle va commencer à battre de l'aile, à décroître lentement mais sûrement à partir de 1883. Faillite de la banque Jersey, où on envoie tous les capitaux. L'impact des centaines d'emplois. En Gaspésie, des milliers, mais dans le secteur, des centaines d'emplois perdus dans le domaine des pêches. Ça crée un cataclysme. Alors, là, il y a beaucoup de familles, à partir de ce moment-là, qui vont quitter. Ontario, États-Unis, ils vont quitter. Il y a une décroissance qui va se faire lentement, mais sûrement, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où là, lentement, mais sûrement, le lieu va commencer à décliner. L'Église Saint-James va perdre de plus en plus de ses fidèles. On s'en sert dans les années 30 pour faire des soirées de danse. On commence à élargir les années 30? Oui. Ça veut dire que... Qu'est-ce qui arrive? Quand est-ce que ça ferme comme ici, mettons? Là, ça m'intrigue. Les années 50, 60? Non, plus tard que ça. C'est à partir de 1995 que là, vraiment, là, les cloches sonnent le glas, c'est le cas de le dire. On arrête les offices religieux à partir de 1995. Quand même. Oui, il y en avait beaucoup moins, mais c'est à partir de 1995 que les activités ici vont cesser. Il y a un comité de sauvegarde qui va naître. Et en 2011, on va désacraliser le lieu. Alors, il y aura vraiment plus d'office et on va penser à changer la vocation du lieu. Puis en 2011, après avoir désacralisé le lieu, il y a 2 options. On démolit le lieu
où on trouve un projet de relance. Ouais. Puis le projet de relance, bien, tu l'as autour de toi. On va ouvrir une distillerie là, en 2016. Ouais, ça a pris quand même 5-6 ans, j'imagine. Quelques années encore, puis on va changer la vocation du lieu, mais à mon avis, de belle façon. Monsieur le révérend? Oui, mon fils. Une petite dégustation? Certainement. Bien, joignons l'utile à l'agréable. Approchez-vous. Ça me fait un plus grand plaisir. Une boisson divine! Oh là là! C'est quand même l'apport des anges qui est parti dans les barils. Hein? Ah oui. Évidemment. Merci, c'est gentil. Eh bien, On est resté là encore à boire 2-3 shooters, à s'imprégner de l'esprit de la place, puis à jaser avec Charlie à l'accueil. On était à la Pointe-aux-Maquereaux cet après-midi-là. Mon chum Philippe faisait un nap dans son auto, puis moi je me prenais pour John Bon Jovi dans Blaze of Glory. Quand il m'est venu l'idée d'aller réveiller Philippe pour lui raconter l'histoire du Colborne qui a fait naufrage ici en 1838. Donc, c'était qui ça, Colborne? Hey, Colborne! Le vieux brûlot! Le vieux brûlot? Ben ouais, le vieux brûlot! C'est un général britannique, l'ennemi juré des patriotes. Il mettait le feu au village, aux maisons des patriotes. C'est pour ça qu'on l'appelait le vieux brûlot. Je te dire comment il était connu déjà dans ce temps-là. 1838, il n'est même pas au sommet de sa carrière. Il est le général des troupes britanniques, mais il y a déjà un bateau qui porte son nom. Puis on dirait qu'à un moment donné, visiblement, l'histoire va le rattraper. Le bateau, qui s'appelle le Colborne, va couler en 1838, au mois d'octobre, corps et âme, ici même, à l'Anse au Gascon, tout près de Pointe-aux-Maquereaux. C'est que ça? Ah ben, on est rendu. Le Colborne, Ben, c'est le Colborne, ça. ben, c'est sûrement pas l'original, on s'entend. Ben, on sait pas, non? Ben, il aurait jumpé. Il aurait pas échoué. Tout un récif. Ouais. Je te rassure d'une certaine manière, Colborne n'était pas sur le bateau. On parle d'une embarcation de 350 tonneaux. OK? Et à son bord, il y a 55 personnes. On parle de 17 membres d'équipage, 38 passagers. Les passagers, là, sont pratiquement tous issus là, de la noblesse britannique, la haute société britannique. Mais ils arrivent de où, eux autres? Ils arrivent de Londres. Oh, quand même! Ils arrivent de Londres. OK, long périple pour Ouais. fin tragique. Le bateau est parti le 30 août 1838 et va arriver pas loin du Golfe à la mi-octobre. Et sa destination, c'est Montréal. On apporte des biens de luxe. Colborne, là, il aime ça des beaux objets puis des biens de luxe. OK. Hein, il aime ça le confort. Alors, on amène de la marchandise, les cales sont pleines pour l'administration de la colonie qui est à Montréal et aussi à John Colborne, qui est le plus haut gradé militaire à l'époque, ici, au Québec, dans le Bas-Canada. Puis on amène aussi des sous pour payer ces soldats qui ont rendu de fiers services pour combattre les patriotes. Les circonstances du naufrage sont quand même assez énigmatiques. Moi, je me fie à la version d'un des survivants qui va mentionner que le capitaine du Colborne, le capitaine Kent, il a pris un petit coup. Monsieur buvait Monsieur en buvait. conduisant. Sa vigilance aurait baissé. Il est en train de prendre un petit coup avec l'un des passagers. Puis il a manqué à la fourche. Dans sa cabine, il a manqué la fourche. Fait que le Colborne va frapper les récifs et il va se renverser, il va basculer, l'eau va rentrer rapidement. Puis, il y aura seulement 12 survivants sur les 55 au total.
y a seulement une douzaine qui ont survécu. Dont un certain Joseph Jones Hackteson. C'est de lui qu'on tient de l'information quand même intéressante. Parce qu'il a laissé, il a laissé des notes, il a laissé des écrits. Et il a fait des témoignages. Il est décédé en 1880. Il semblerait qu'on appelle l'anse tout près d'ici, l'anse aux morts. OK. Ben, le lendemain, la population, les habitants vont retrouver il y avait des enfants aussi. OK. Alors, il y avait une douzaine d'enfants, tous décédés. Alors, on va trouver les corps à travers les agrès et les gréements du bateau. Puis, il y aura une douzaine de survivants qui seront évidemment secourus par la population, dont notre fameux Joseph Jones Hackteson, qui avait 24 ans en 1838, quand le bateau va couler. Celui-là, il y en a peut-être d'autres, mais celui-là va décider de s'enraciner ici même. Je suis à Gascon, pourquoi aller plus loin? Fait qu'il va décider de s'enraciner, puis il va rencontrer une belle créature du village. Oh, laquelle? Isabella Cheddar. Oh, ça sonne beau, ça. Avec qui il va se marier, puis avec qui il va avoir des enfants. Et le fameux Hackteson, hein, parce qu'il est décédé en 1880, ça fait pas si longtemps, ben, il va mentionner que la population, elle s'est servie. J'imagine. Puis j'aurais fait pareil. Écoute, un trésor. Fait que la population s'est servie dans le butin et on aurait retrouvé sur les 40 caisses de livres d'argent sonnant, on aurait retrouvé seulement 5. Fais le calcul, 40 moins 5. 35. Il y en a 35 qui se sont volatilisés, disparus. Ouais. On ne sait pas où. Mm-hmm. Puis le bateau, le Colborne, il va être balayé par la vague. Hein, il va être couché sur le récif pendant 5 jours. Et par la suite, selon les informations, il aurait été remorqué par 2 goélettes de la compagnie Le Boutillier et on l'aurait remorqué pas très loin d'ici jusqu'à l'anse Harrington, c'est tout près de Port-Daniel. Et qu'est-ce qui est arrivé avec les 35 autres caisses? Mystère. Après notre visite, on est allé au cimetière voir la tombe d'Hackteson. Là, on est tombé sur M. Engelhard, qui nous a confié posséder le pavillon original du Colborne. Ce jour-là, on l'a trouvé notre trésor.